Hervé vert, avec sa gueule de clébard qu'on abandonne au mois d'août, est désormais perçu comme un étalon insoupçonné. Les regards sur lui changent, les femmes le regardent avec une curiosité nouvelle, les hommes avec un mélange de respect et d'incrédulité. La vérité, elle, est bien loin. Hervé, ignorant la réputation que Jeanne vient de lui forger, est au fond du trou. Il passe ses journées à lui envoyer des messages poétiques auxquels elle ne répond pas. Il est amoureux, vraiment amoureux. Et son amour non partagé le rend encore plus pathétique. Le chapitre se termine sur un plan de la salle de pause. Jean-Claude raconte à qui veut l'entendre la performance herculéenne d'Hervé. Au même moment, Hervé passe, l'air d'un chien battu. Personne ne remarque la contradiction. La légende est toujours plus belle que la réalité, surtout quand la réalité est juste un délégué syndical un peu déprimé. Chapitre 6. Baiser de Moldavie. Au début des années 2000, Internet était encore une terre sauvage, un Far West numérique où tout semblait possible. Les connexions bas débit crachotaient, les modems 56K chantaient leur mélopée stridente, et les sites de rencontres internationaux ressemblaient à des catalogues de vente par correspondance un peu louche. Pour Hervé Dumont, c'était un terrain de jeu extraordinaire, un monde où il pouvait enfin être celui qu'il avait toujours rêvé d'être. Il passait ses soirées sur des sites obscurs, à chatter avec des femmes de pays lointains. Son profil était une œuvre de fiction. Fini le petit comptable bedonnant et délégué syndical. Place à Hervé Dumont, Kate Von, blond, les yeux bleus, grand directeur. Il avait choisi une photo d'un mannequin scandinave trouvé sur un site de pull en laine. Sa dernière conquête virtuelle s'appelait Marlena. Elle venait de Moldavie. Leurs échanges, via un logiciel de traduction approximatif, étaient un poème surréaliste. « Mon cher Hervé, écrivait-elle, votre âme de directeur brille comme le soleil sur les steppes. Moi attendre vous pour mariage et bonheur éternel. » Hervé était aux anges. Il montrait fièrement les photos pixelisées de Marlena à Jean-Claude. « Tu vois, JC, c'est ça, la communication moderne. Pas besoin de se prendre la tête. Je peux leur dire n'importe quoi. Je les verrai jamais. Elles sont à fond, là. Elles sont deux. » Le problème avec le monde virtuel, c'est qu'il a parfois la fâcheuse tendance à devenir réel. Un jeudi après-midi, alors que le bureau somnolait dans la torpeur post-prandiale, une femme fit son apparition à l'accueil. Grande, robuste, vêtue d'une robe à fleurs aux couleurs vives et portant 2 valises qui semblaient avoir fait le tour du monde, elle avait un air de détermination qui ne laissait présager rien de bon. C'était Julie, la standardiste, qui reçut le premier choc. « Bonjour, monsieur », dit la femme avec un fort accent de l'Est. « Ici H5 ? Oui, c'est bien le siège de la société. » « Je suis en Internet, annonça-t-elle fièrement. Monsieur Dumont Hervé m'a venir de Sofa pour retrouver lui mariage. » Julie cligna des yeux. « Mariage? Sofa? » Elle appela Hervé à son poste. « Hervé, il y a une dame pour toi à l'accueil. Une certaine. Marlena. Elle parle de mariage et de canapé. » À l'autre bout du fil, ce fut le silence. Puis un bruit sourd, comme si quelqu'un venait de tomber de sa chaise. Hervé, le visage blême, se précipita vers le bureau de Jean-Claude. « JC, catastrophe! C'est la Moldave. Elle est là. » La panique fut totale. Hervé, le grand directeur blond d'un 80, se recroquevilla sous son bureau, tremblant comme une feuille. « Fais quelque chose !» supplia-t-il. Jean-Claude, pour une fois, sentit le poids de la responsabilité. Il devait sauver son ami, ou du moins éviter que la situation n'explose au milieu de l'open space. Il se dirigea vers l'accueil, le cœur battant. La confrontation fut un moment de pure comédie de l'absurde. « Bonjour, dit Jean-Claude. Je suis Jean-Claude Convenant, commercial. » Marlena le dévisagea. « Non, vous êtes Hervé Dumont, mon Hervé. » Elle sortit de son sac une photo imprimée sur du papier de mauvaise qualité. C'était bien le mannequin scandinave. « C'est vous, affirma-t-elle. »« Non, non, pas du tout, bafouilla JC. » La situation était désespérée. Il tenta une approche. « Écoutez, mademoiselle, Hervé, il est parti, muté. Mutoffre, il est pas là. » Marlena ne semblait pas comprendre, ou ne voulait pas comprendre. Moi attendre Hervé Dumont ici. Elle s'installa sur le canapé de l'accueil, croisa les bras et prit une expression butée. Jean-Claude retourna voir Hervé, toujours caché. « Elle veut pas bouger! Elle croit que je suis toi! » « Dis-lui la vérité. » Gémit Hervé. « Mais t'es fou! Elle va te tuer! T'as vu ses bras? On dirait qu'elle a battu des tapis toute sa vie. » C'est alors que Jean-Claude eut une idée. Une idée terrible, mais c'était la seule qu'il avait. Il retourna à l'accueil. « Mademoiselle Marlena. » Il prit une profonde inspiration. « Moi, c'est Hervé. »
Les yeux de Marlena s'illuminèrent. « Hervé, mon amour! » Elle se leva et le serra dans ses bras, manquant de lui briser les côtes. « Mais toi, mauvais homme, monteur, » dit-elle en lui tapotant la joue un peu trop fort. « Toi, pas blond, pas grand. C'est la photo qui est flatteuse, » expliqua JC. Ce qui suivit fut une demi-heure de conversation surréaliste. Jean-Claude, jouant le rôle d'Hervé, dut écouter les projets de mariage de Marlena, ses rêves d'une petite maison avec un jardin et ses descriptions détaillées de la vie en Moldavie. Il promit tout ce qu'elle voulait, hochant la tête avec un sourire crispé, tout en cherchant désespérément une issue. Finalement, il réussit à la convaincre qu'il devait partir en voyage d'affaires urgent en Bourgogne, mais qu'il la rappellerait dès son retour pour finaliser les détails du mariage. Il la raccompagna jusqu'à l'ascenseur, lui fit une bise maladroite sur la joue et la regarda disparaître. Il retourna au bureau, épuisé. Hervé sortit de sa cachette, l'air d'un rescapé. « Ça va? Elle est partie? »« Oui, » dit Jean-Claude. « Je lui ai dit que j'étais toi et que je l'épousais dès mon retour de Bourgogne. » Hervé le regarda horrifié. « T'as fait quoi? »« Bah quoi? Fallait bien trouver une solution. » Soudain, le téléphone de Jean-Claude sonna. C'était Julie, de l'accueil. « Jean-Claude, il y a une autre dame pour Hervé Dumont. Elle s'appelle Svetlana. Elle vient d'Ukraine. » Hervé et Jean-Claude se regardèrent. La porte de l'ascenseur s'ouvrit à nouveau. Le monde virtuel venait de lancer une contre-offensive. Partie 3. Crimes, châtiments et contrats bourguignons. Chapitre 7. Le retour de la reine-mère. Il y a des événements dans la vie d'un bureau qui agissent comme un électrochoc, qui sortent les employés de leur torpeur habituelle et les rappellent à l'ordre de la réalité hiérarchique. Le retour de Carol était de ceux-là. Carol, la directrice marketing, était une force de la nature, une tornade en tailleur Chanel. Elle avait été absente pendant plusieurs semaines suite à un accident de ski, un événement que beaucoup avaient secrètement célébré comme une période de paix inespérée. Mais la paix était terminée. La reine-mère était de retour. La nouvelle de son arrivée se propagea comme une traînée de poudre. Un rassemblement fut organisé à la hâte dans le hall. L'ambiance était celle d'une veillée funèbre déguisée en fête de bienvenue. Chaque Carole, ça fait plaisir de te voir, lança quelqu'un avec un enthousiasme forcé. Elle apparut, une jambe dans le plâtre, se déplaçant avec des béquilles, mais le regard aussi acéré que jamais. L'âge, que d'aucuns jugeaient avancé pour des sports aussi extrêmes, ne semblait avoir en rien diminué sa formidable énergie. « Oh, mais je vais parfaitement bien, j'enlève tout ça demain, » annonça-t-elle, balayant d'un geste les murmures apitoyés. « 3 semaines, et ça suffit. Je vais pouvoir aller voir mes parents en Floride. » Cette mention de la Floride, destination de loisirs prisée par une certaine classe sociale, rappelait à tous le fossé qui les séparait de leur directrice. Jean-Claude, se sentant obligé de participer, s'approcha pour lui exprimer sa compassion. Sa tentative fut, comme à son habitude, un monument de maladresse. « Bah, dis donc, vous êtes pas loupé, là, hein? Moi, j'ai mon beau-frère qui a eu la même chose il y a 2 ans. Bah, il boite encore. » Un silence glacial s'installa. Carole le toisa, impassible. Et les Toubibs, ils m'ont dit, plus jamais ils pourraient rejouer au tennis. « Ha ha !» conclut-il avec un rire nerveux qui mourut dans sa gorge. Carole ignora complètement sa remarque. Ses yeux balayèrent l'assemblée, cherchant une information bien plus cruciale que l'état du beau-frère de Jean-Claude. Sinon, le contrat Bourgogne, comment ça se passe? La question tomba comme un couperet. Le contrat Bourgogne était un dossier majeur. Une négociation complexe avec un grand groupe de la région. Probablement dans le secteur de la métallurgie ou de l'agroalimentaire, pilier de l'économie bourguignonne. C'est Nancy, la directrice administrative, qui répondit calmement « Bien, bien, on signe la semaine prochaine. » Carole fut visiblement surprise. « Mais comment vous avez fait? Vous avez tout bouclé déjà? »« J'ai fait de mon mieux, » répondit Nancy avec une modestie qui ne trompait personne. Sa compétence tranquille était une forme de pouvoir, une menace silencieuse pour l'autorité de Carole. La dynamique entre ces 2 femmes de tête, représentatives d'une présence féminine croissante mais encore minoritaire dans les postes à responsabilité, était palpable. La fausse fête de bienvenue se dispersa. Jean-Claude, sentant qu'il avait commis un impair, tenta de se rattraper en proposant son aide à Carole. « Un coup de main, Carole? »« J'ai besoin de personne, » rétorqua elle sèchement, essayant de se débattre avec ses béquilles. C'est alors qu'Hervé Dumont, le délégué syndical, fit une apparition remarquée. Lui qui, en l'absence de Carol, n'avait pas de mots assez durs pour critiquer la direction, changea radicalement de ton. « Carol » s'exclama-t-il avec une sollicitude débordante.
Par le passé, nous avons eu des différends, mais tout ça est oublié aujourd'hui.